Bonjour. Alors sachez que c'est une rétrospective, donc il y aura du spoil. Beyblade Metal Fight se compose de 4 saisons. Beyblade Metal Fusion, Metal Master, Metal Fury et Shogun Steel, la saga Metal où on suivra Jinga et compagnie, et Shogun Steel où on suivra Zero et ses copains. Et vu que j'ai l'intention de faire les saisons séparément, on commence par le commencement avec Beyblade Metal Fusion. Alors, Metal Fusion, de quoi ça parle? Nous allons suivre les aventures de Kenta qui semble être à ce moment du récit des plus banales possibles et ancrées dans ce monde. C'est-à-dire un gamin qui a sa passion, ses envies, ses rêves qui semblent impossibles, ses idoles, etc. Et puis lors d'un moment où il allait je sais plus où, il va tomber sur des rafleurs de poing, soit des gens plus grands que lui, qui le piègent à plusieurs et l'obligent à combattre le gros de l'équipe. Et là c'est beau, là c'est parfait, on est qu'à 7 minutes du premier épisode et on connaît déjà les 3/4 du monde. On connaît les gentils, soit les personnages communs à l'univers, et on connaît les méchants. Et on sait pourquoi ils sont méchants. C'est important de dire pourquoi ils sont méchants. Surtout dans un monde comme ça qui n'est pas forcément très intuitif à comprendre. Donc là, c'est parce que ce sont des rafleurs de points Beyblade. Et les points, c'est THE truc que tout le monde veut. La notion de point qui sera totalement oubliée par la suite, vu qu'on s'en branle, c'est eux qui en ont le plus dans tout le pays. Enfin, moi ça me fait marrer. Ensuite, on se rend compte que ce n'est pas Kenta notre héros principal, mais Jinga qui arrive un peu en Deus Ex Machina afin d'introduire ce qui va sembler être le méchant, Kyoya, mais qui au final va être aussi gentil. Cette œuvre joue très bien son rôle qui est de faire oublier notre monde et qu'on s'adapte au sien. Et là, on tient encore une belle qualité. On est qu'au 2e épisode et on a déjà compris l'univers, et maintenant les aventures de nos persos peuvent commencer. Alors Beyblade n'a au premier abord que très peu de choses pour révolutionner le genre. Cette œuvre s'inscrit très clairement dans les codes des autres animés japonais de son époque, et il s'inscrit tellement qu'il en fait parfois sa marque de fabrique, dans le sens où, pour faire comprendre qu'un personnage a un côté sombre ou qu'il se fait ronger par le mal. On s'éclate à lui mettre la moitié du visage dans l'ombre. Et bah dans Metal Fight, c'est poussé à l'extrême. Si un personnage a eu mal en lui, on lui met carrément la moitié du visage en noir total. Et pour aller encore plus loin, le mal a progressé en lui, et 2 minutes après, c'est tout son corps qui est dans le noir. Autre exemple, là où si un personnage nous a trompé et révèle une autre personnalité que celle qu'on connaît, on lui met que la moitié de son visage à l'écran. Et bien dans Metal Fight, on met la moitié de son visage, mais en plus on le met en rouge parce que le rouge c'est sanglant, c'est le danger. Je kiffe ce genre de plan. Donc là, afin de développer nos persos et d'en introduire de nouveaux, on va les laisser dans la ville encore 10 épisodes, puis plus tard, un événement va être annoncé, un tournoi assez grand avec plein de bladers sur une île, avec des règles qui sont assez libres, et le but de ce tournoi est de se balader sur l'île et faire des combats avec les bladers qu'on croise. Et là encore, c'est hyper bien réfléchi puisque ça permet 2 choses. La première, c'est toujours de développer la personnalité de nos persos, en les foutant dans des arbres par exemple, ou en les faisant combattre tout de suite, ou en mettant un petit peu de temps pour ceux qui sont sympas. Et ensuite, ça permet de fournir plein de combats Beyblade, et ainsi qu'on sache directement la puissance de nos nouveaux personnages. Bah oui, on les fait combattre 2 personnes qu'on connaît déjà, intuitivement on les encadre dans un rapport de puissance. Notamment, on a Yu, qui arrive, qui défonce des darons, qui est super sympa, et qui appartient à la nébuleuse noire. La nébuleuse noire, c'est notre fil rouge, c'est la raison pour laquelle nos héros se battent, c'est les méchants. Donc c'est une organisation maléfique ayant à sa tête un monsieur à la mèche jaune qui vous fait un énorme doigt en remettant ses lunettes et qui aime dire pourquoi il n'aime pas les cactus. J'aime ce gars, putain. Et cette organisation a à l'époque pris la toupie interdite et la nébuleuse noire veut utiliser le pouvoir de cette baie pour détruire le monde puisque la baie en question est El Drago appartenant à Ryuga qui vole la puissance de ses adversaires et devient de plus en plus fort à chaque combat. Et pourquoi Jinga en veut tellement à Ryuga? Eh bien parce qu'il a tué son père, voyons. Mais en vrai il est pas mort, hein. Pour les happy end. Quand même, c'est important. Non mais l'intrigue passe très bien dans l'histoire, hein. Mais elle a vraiment rien à révolutionner. Comment? Il vous faut une histoire pour alimenter le background de l'univers étendu? Et bah moi je vous en chie une. Comme ça, voilà. C'est beau, hein. Donc Yu, qui est surpuissant, qui est un gamin appartenant à la nébuleuse noire, et donc qui va gagner le tournoi, et vu que la victoire promettait une récompense de votre choix, il a suivi les plans de la Dark Nébuleuse là, et il demande à avoir un plus grand tournoi à l'échelle nationale. Mais alors ce gars, il était là juste pour faire peur aux héros avant le tournoi. Non, parce qu'après il va perdre dès le premier tour du tournoi. Dans la saison 2, il ira avec ses copains dans le tournoi mondial uniquement en tant que remplaçant, il va se faire précasser sa toupie par les Garcia, il va se faire blesser gravement par l'équipe américaine, et dans la 3e saison, il deviendra un personnage à la limite du tertiaire. Ouais, sacré descente aux enfers quand même, hein.
Donc un tournoi pour le pays est annoncé et s'en suivra 18 épisodes de nos héros qui s'entraînent et qui récoltent les 50 000 points requis pour participer au tournoi. Et au milieu de tous ces moments où nos personnages mettent absolument tout en œuvre pour être le plus fort possible et donner le meilleur d'eux-mêmes, il y a un de mes épisodes favoris, épisode 29, nommé Kenta et Sora, parce qu'il est presque parfait. Devant cet épisode, je ris, je m'interroge, je suis gêné en même temps que les persos, je m'identifie, je sais pas, il est génial. Ça faisait 5 épisodes qu'on nous vendait des nouveaux personnages toujours plus forts, des persos qui arrivaient à défoncer les grands-mères en prêtant à peine attention au combat, et qui se la pètent tous comme Jaja. Et l'épisode commence avec un petit tournoi que Kenta est en train de gagner, et puis il y a un gars qui apparaît petit à petit, qui paraît être exactement comme les autres gars surpuissants, il arrive sur scène, il interrompt le combat, il scande d'être l'apprenti numéro 1 de Jinga, il se prépare à faire le coup spécial du piquet stellaire là, et il se fail. C'est génial! T'as déjà vu quelqu'un se fail dans Burst, toi? Je vais pas le raconter plus que ça, puisqu'il s'inscrit pas réellement dans l'histoire en cours, et il est indépendant, et pour être franc, je pense qu'il aurait pu tout à fait faire office du premier épisode de la saga. Il est vraiment très agréable à regarder. Donc plus tard le tournoi commence, avec le discours de Doji, où il y aura une sorte de synchronicité entre lui et la caméra. Plus Doji devient focus dans son discours, plus on se rapproche de lui pour plus d'émotion, du grand art. Et donc dans les participants du tournoi, on a nos héros, nos méchants et des personnages fonctions. Ah si, ces 5 là, ils ont été créés pour être des personnages fonctions. Et comme fonction là, c'est perdre. C'est-à-dire ils ont été créés pour perdre, et pour que nous perso avance relativement facilement dans le tournoi. Mais c'est quand même génial, car pendant que Jinga avance facilement dans ses premiers combats, ses meilleurs amis se font défoncer par les deux vrais méchants. Tout est calculé pour l'iconisation de Reggie, mais surtout Ryuga, afin qu'on soit mort de peur pour nos persos quand ils arrivent sur scène. Ryuga. J'ai jamais vu une iconisation d'un méchant aussi parfaite dans un animé. Ryuga, putain, il apparaît vers l'épisode 15, sous le tonnerre. On dit réellement pourquoi il est méchant. Il fait un combat contre Jinga qui défonce des grands-mères. On voit Jinga changer du tout au tout quand il est là. Ensuite, il apparaît même plus, on ne fait que parler de lui en permanence. Et quand il apparaît tous les 5 épisodes, c'est pour faire des sales coups. Et le tournoi, il arrêtait pas d'augmenter en puissance. Et j'avais très peur pour Jinga. Voilà, ça c'est du perso travaillé. Et le fait qu'on voit la nébuleuse noire et Ryuga réellement progresser en puissance au fur et à mesure de la saison, personnellement cette montée en puissance me fait sincèrement penser à la montée au pouvoir de Voldemort dans Harry Potter. Voilà, donc on arrive au dernier combat opposant dans la logique des choses Jinga et Ryuga, avec sur la route des combats qui restent en mémoire pour leur sadisme sans fin quand Reggie ou Ryuga est dans la partie. Et donc, ce dernier combat, on comprendra que Ryuga n'est pas là, mais que c'est Eldrago lui-même qui envahit Ryuga par le mal incarné. Donc vu que Ryuga est en détresse et que Jinga est la personnification du bon esprit de Glider, l'objectif change du tout. Le but n'est plus de vaincre Ryuga, mais de le sauver. Et ça, c'est beau putain. Et c'est ainsi que se termine la première saison, qui a permis de connaître l'univers, d'avoir une bonne base, mais disons que cette saison manque un peu de personnalité. Les héros vont directement là où ils doivent aller, et c'est presque trop bien construit. Un peu en mode, on introduit les persos, on les développe, on introduit des persos avec un tournoi, on les développe, on annonce un bête de tournoi, et on défonce les méchants. C'est bien, mais peu, et ça crée parfois des longueurs dans un animé qui doit encore faire ses preuves pour, entre autres, avoir un meilleur budget et améliorer certaines choses. Saison 2, Beyblade Metal Master. Alors, pour l'intrigue, on va sacrifier les 2 premiers épisodes pour introduire Masamune ainsi que sa personnalité, et faire comprendre que au début, il est peut-être pas fort, mais qu'il apprend très vite. Et tout le reste de la saison va porter sur le championnat du monde qui est organisé par WBA, pour retrouver sa notoriété dans le monde du Beyblade qu'ils ont jadis connu avant l'arrivée de la nébuleuse noire. Alors comme je vous l'ai dit, il y a 2 épisodes pour Masamune, 2 épisodes pour les éliminatoires et choisir l'équipe nationale, et 47 épisodes pour le road trip de nos héros à travers tous les pays du championnat. Donc vu que toute la saison est portée sur le championnat, ça fait que la saison est un bloc, c'est un ensemble. Tu ne peux pas regarder 3-4 épisodes de cette saison et te dire c'est bien, vu qu'il n'y a pas de construction, vu que c'est un tout. Ou plutôt si, il y en a une, mais elle est faite toute seule, et du coup la série avance toute seule et on peut se concentrer sur d'autres problématiques. En clair, Metal Master sera marqué par une nette amélioration des combats, que ce soit par une meilleure répartition des combats de force et des combats d'esprit, ou par les animations. Maintenant, on a des combats où les toupies se foncent dedans avec une image qui tremble pour embellir le choc, ou alors par des mouvements de caméra où la caméra semble attachée à la toupie par un bout de ficelle, ou encore par la répétition d'un coup violent sous différents angles, ou encore par la tête de nos personnages qui peut apparaître aux côtés de sa toupie lors d'un combat pour montrer leur affiliation. C'est beau à voir. C'est putain de beau à regarder. Alors pour les participants au tournoi, parmi les 9 équipes des différents pays qui nous seront présentées, il n'y en a que 2 qui sont de la pure figuration, et qui sont là pour montrer qu'une équipe est puissante
en se faisant battre. Et c'est bien parce qu'ils auraient pu en mettre clairement plus des équipes d'abattoirs, mais ils ont choisi un moyen plus subtil et intelligent. Et donc ce qui fait de Master ma saison favorite, c'est parce que j'ai rarement ressenti autant d'émotions devant une série. Le rapport de force créé de façon toujours extrême pour chaque équipe est parfaitement géré. Concrètement, les premiers adversaires sont la Wang Wuzhong, et c'est l'équipe de Chine. Vu que c'est les premiers, pour comprendre qu'ils sont forts, le seul moyen c'est d'établir un rapport de force, faire comprendre qu'ils ont un niveau équivalent à nos persos. Et pour ça, on va montrer leur entraînement totalement surréaliste, et on va les faire combattre nos persos, et les faire rivaliser, et on arrête le combat au milieu quoi. Donc nos héros favoris gagnent, et la Wang Wuzhong deviennent amis avec Jinga. Oh là là, que c'est beau. Et là, on a un petit combat qui apparaît qui opposera l'équipe du Moyen-Orient et l'équipe de l'Union Européenne, nommée Excalibur. Et c'est génial, parce qu'on crée une petite histoire aux gars du Moyen-Orient, on fait comprendre qu'ils sont intelligents, ils sont sympas, ils défoncent des rochers juste pour leur entraînement dans le sable, et après, on les fait perdre facilement. Comme ça, on a un bel épisode, on installe le début de la force de l'équipe Excalibur, qu'on verra avancer toujours très facilement tout au long du récit. C'est du grand art, les créateurs ont conscience qu'ils ne sont pas dans un film, mais dans une série, et ça permet de créer une peur, une pression pour une équipe qu'ils ne verront qu'en demi-finale. Ensuite, la Gangan Galaxy, l'équipe de Jinga, va affronter la Lovushka de Russie. Bon, eux, ils étaient encore en jeu car ils trichaient, car ils avaient un rêve qu'ils voulaient réaliser avec la récompense du tournoi. Bon, c'est nos héros qui vont gagner, mais vu qu'ils trichaient pour réaliser un rêve, c'est beau, c'est choupinou, du coup ils deviennent amis. Oh là là, que c'est beau. Ensuite, Jinga affronte la Wild Fang, qui a à sa tête notre vieille amie adorée de tous, Kyoya, et qui s'est trouvé une jolie équipe représentant l'Afrique. Et il y a un perso que j'aime beaucoup, qui est Damur, qui a une vue supérieure à la normale, et qui va l'utiliser de manière originale dans quelques combats. Et c'est toujours très stylé à voir. Et donc, on va voir des combats puissants et vraiment sympathiques, et où nos héros commencent à s'épuiser à mort après chaque combat, tant ils se sont donnés alors qu'on est toujours très loin de la finale. Donc, Jinga ici gagne, et là on apprend que les Chinois que Jinga avait galéré à vaincre étaient allés en rattrapage et qu'ils avaient triomphé haut la main et qu'ils se sont ensuite retrouvés face à l'équipe Excalibur et ils se sont fait déboîter sans que Julian, le capitaine de l'équipe, ne participe. C'est-à-dire que Julian s'est fait à lui tout seul nos hommes des sables là, et là on montre la facilité qu'a eu ne serait-ce que le remplaçant à gagner le combat. Et donc si je parle de ça, c'est parce que juste après la Gangan Galaxy affronte l'équipe Excalibur, nous offrant d'abord un putain de combat avec que peu d'esprit, juste en mode je lui rentre dedans. En deuxième combat, en duo, nous offrons un moment magnifique pour Tsubasa qui arrive enfin à dominer son côté sombre, et un dernier combat contre Julian qui est arrivé comme invincible et est reparti comme vaincu. Mais c'est pas Jinga qui se dit lol, je t'ai vaincu, t'es vraiment qu'une merde. Jinga après ce combat, la seule chose qu'il arrive à se dire c'est... Putain. Et ça c'est beau, juste pour l'esprit. Et ce combat nous offre aussi des musiques extraordinaires, mais ça j'en parle dans un instant. Bon, ensuite vient le combat contre les Garcia. Bon, je vais passer rapidement dessus parce que j'ai détesté ce combat. Mais vraiment, on ne croit pas une seconde à leur victoire. À la limite, l'intrigue de base est intéressante avec Ryu qui se fait précasser sa toupie avant le combat. Mais ensuite, c'est incohérent sur plein de points. N'importe qui peut se faire prendre en demandant de regarder autre part, et encore, pendant un combat c'est étonnant, mais personne ne peut ne pas comprendre d'où viennent les coups quand il regarde autre part. Ensuite, aucun supporter ne soutient quelqu'un qui abandonne. Même l'arbitre trouve ça génial et l'encourage. C'est juste impossible. C'est comme si on avait des supporters de foot qui supporteraient un joueur qui... Ah non, j'annule cette blague. Ah non, certainement pas sur le foot. Non. Et puis pour la bataille du cyclone, Jinga a vraiment dû attendre de se prendre 10 coups avant de songer à utiliser lui-même le cyclone. Et enfin, quand Jinga gagne et qu'il se fait dégager instantanément par le grand frère et qu'il... Attends, quoi? Putain, il y a deux incohérences en une seconde. De 1, il a fait ce que l'arbitre appelle un lancer discret et puissant. Deuxièmement, il a fait un tir discret et puissant et précis. Ça, c'est un stadium. Les équipes sont là et là. Donc, le grand frère, il a tiré sa toupie de là à là et a ensuite touché Pegasus en mouvement. Ensuite, on a quelques épisodes pour une histoire en rapport avec Masamune et de son passé aux États-Unis afin d'introduire l'équipe Starbreaker, qui est l'équipe américaine, et cette équipe m'a terrorisé. Mais vraiment. C'est-à-dire que quand je regardais l'animé et qu'on arrivait sur l'équipe Excalibur, j'ai réellement pensé qu'ils allaient faire une folie scénaristique et que Excalibur allait se retrouver en finale avec Starbreaker et que la troupe de Jinga allait les regarder par les gradins, tant ils avaient bien joué l'iconisation des personnages d'Excalibur et leur rapport de force. Et donc les États-Unis arrivent et ils défoncent Excalibur. C'est-à-dire que quiconque peut revendiquer sans honte qu'il a été traumatisé du combat de Julian face à Damian, tant la scène était atroce et qu'on ne peut souhaiter un tel châtiment que ce combat, même pour le dernier des salauds, comme Julian par exemple. Et donc, quand la Gangan Galaxy arrive, je n'arrivais pas à concevoir la possibilité qu'il gagne face à Starbreaker. Bon, du coup, j'avais totalement prédit l'aide de Ryoga,
mais ça c'est autre chose. D'ailleurs, il y a un changement d'état d'esprit pour montrer qu'un personnage est fort. Par exemple, dans le combat de Jack contre Ryuga, il ne faut pas montrer que Jack est fort, il faut montrer que Ryuga galère. Bah oui, si on a déjà prouvé 1000 fois qu'un personnage est fort, s'il galère, son adversaire sera monté automatiquement dans l'échelle de force. C'est là toute la finesse du génie de l'iconisation. Voilà, donc pour la finale du championnat, on aura des combats qui sont fantasmagoriques, autant par leur force que par leur beauté. Et puis s'en suivra du final de saison, comportant mon combat de force favori, qui est celui de Masamune contre Toby, juste pour le ramener à la raison. Et c'est très émouvant cette partie-là. Et mon combat d'esprit favori, qui est celui de Kyoya contre Diane, où putain, mais ce combat est ouf, c'est limite une vidéo de motivation ce truc. C'est ce combat qui m'a le plus emporté, que ce soit Kyoya qui combat aux côtés de son lion, ou encore par son rythme qui est assez différent des autres combats. Tout est parfait dans ce combat, c'est un putain de délice. S'en suivra ensuite de Beyblade Metal Fury. Donc Metal Fury commence par un petit bonhomme qui habite je sais plus où, et qui est un petit astronome, qui va voir un météore tomber sur Terre et qui va en conclure je ne sais plus comment, que les 10 morceaux qui se sont séparés du météore sont tombés sur des baies qui ont été choisis par le météore. Et que ces bladers sont destinés à se battre contre le retour de Nemesis, qui est une toupie démoniaque, ayant reçu aussi un morceau du météore, qui pourrait lui donner assez de pouvoir pour revenir du coup. Donc notre petit astronome se dit qu'il va trouver Jinga et l'avertir parce qu'il sait que Jinga est bon et sympathique. Et c'est vrai, Jinga est bon et sympathique. Donc il va le trouver et Jinga et compagnie là entreprennent leur road movie pour chercher les leaders légendaires à travers le monde et pour les convaincre de combattre aux côtés des gentils, sachant que des bonhommes assez originaux tentent eux aussi de les convaincre pour aller combattre de leur côté, soit aux côtés de Nemesis. Alors Metal Fury va se démarquer par une évolution au niveau des graphismes d'animation, pas spécialement des combats, enfin remarque maintenant il doit faire des ralentis stylés pour montrer les changements de toupie en combat, et sinon pour les graphismes généraux, c'est beau, c'est plus beau, voilà tout. Surtout les lumières, on a des lumières aux couleurs différentes et beaucoup plus travaillées, et par conséquent, les ombres sont plus agréables à regarder, et même de base on voit qu'il y a plus de détails dans les décors en général. Après on a aussi une évolution au niveau de l'intrigue, où vu que nos persos se baladent dans les recoins du monde, il est donc plus aisé de les mettre en difficulté et même en danger. Et donc nous aurons une véritable évolution de la personnalité de nos persos au vu de toutes les situations auxquelles ils vont faire face. Je m'amuserai à mentionner particulièrement ici Kenta, qui serait prêt à me faire chialer à chaque seconde où je le vois, tant ce gosse surpasse toutes les motivations que j'ai vues dans d'autres films ou séries, et où chaque épisode qui lui est dédié sont les plus beaux de la saga entière. Et du coup, pour avoir des bladers légendaires, on va avoir des nouveaux personnages tous très attachants, et pour les trouver, on va voir dans les tournois, s'il y a des bladers puissants. Et comment on complète les tournois avec autre chose que nos persos et le blader recherché? Des personnages fonction. Et on retrouve ceux de la saison 1. Vous voyez, ils ont été créés pour perdre, c'est trop ouf. Personnellement, j'ai été marqué par Chris, par son histoire tant elle était crédible et émouvante, autant que par son combat contre Jinga, qui le ramènera sur le droit chemin, avec ses graphismes sur l'esprit perdu de Chris, qui était totalement magnifique. Et ce qui est bien dans cette saison, c'est qu'on se souvient de tous les bladers légendaires, par leur personnalité plus passionnante les unes que les autres, autant que par le happy end avec tous les bons esprits de bladers qui se réunissent à travers le monde pour aider Jinga et symboliquement aider le Beyblade en lui-même. C'est beau, c'est puissant, c'est doté d'une perfection, c'est trop bien, allez le regarder. Tu l'as déjà vu? Bah casse-toi de ma vidéo et retourne voir le final. Enfin, j'aimerais dire un mot sur la musique. Cet animé a à tout instant parfaitement géré la musique, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai peu d'exemples en tête de films ou de séries qui m'ont autant emporté par la musique. Bon, vous l'aurez compris, je parle principalement des musiques de combat. Pour tout vous dire, pendant que je regardais l'animé, j'ai pris des notes pour cette vidéo, et déjà, la moitié des notes parlent de la musique. Rien que ça. De plus, la série sait également gérer l'absence de musique. Je prends pour exemple le combat de la première saison, Tsubasa face à Ryuga, où, après un coup violent où les deux toupies viennent de se rentrer dedans, et pendant plusieurs secondes, il n'y a pas un bruit excepté le fracas des deux toupies, et pendant ce moment, c'est une tension immense où on ne sait pas qui va l'emporter. Bon. Et pour finir, on a Beyblade Shogun Steel. Alors dans cette saison, on ne suit pas Jinga et sa troupe, mais on est 7 ans plus tard après le bazar de Nemesis, et on suivra un jeune blader pas encore hyper compétent du nom de Zero, qui était le plus fort de sa campagne en Beyblade, et décide de partir en ville pour trouver plus de monde et espère ainsi se trouver de nouveaux copains avec qui jouer et s'améliorer dans le Beyblade. Déjà, la première chose qu'on voit directement, c'est que c'est beau, c'est putain
putain de beau. Ne serait-ce que le changement du code couleur passant à une plus large palette de couleurs, là où on avait toujours des couleurs assez ternes qui n'étaient embellies que par une jolie lumière, mais là on a des couleurs qui sont à la limite du flashy. On est passé à une encore plus belle lumière, alors parfois jusqu'à 3 niveaux de lumière au lieu de 2 pour les autres saisons. Ouais, elle est belle cette saison. C'est vachement beau. C'est bien son seul atout d'ailleurs. Alors je vais essayer de faire vite parce que je n'ai pas aimé cette saison. Je ne partais pas du tout avec un œil négatif, le fait de quitter Jenga n'était pas le plus grand fléau de l'univers pour moi, et j'ai même vraiment aimé le début. Et ils ont réussi à ne pas faire ce qu'ils devaient à tout prix éviter, c'est-à-dire refaire les premières saisons avec d'autres personnages. Star Wars 7. Cette saison n'a pas d'enjeu. Et quand elle en a, ils sont pas crédibles. Regardez ce gars. Ce gars, c'est un méchant qui casse des toupies. Et c'est un clown. Mais pour le vrai, ses couleurs de vêtements, ses cheveux verts, et sa proportion bizarre et décalée, il a été créé pour qu'il soit un clown. Et un méchant. À la fois. Et ça fonctionne pas. Il est pas très convaincant dans son rôle. C'est-à-dire, oh là là, je suis le gros méchant et à la fois la pute de l'autre palette de couleurs là. Ou alors ce gars là, Kikuragen. C'est un fanatique de Tetsuya à rejeter. Regardez ce gars, c'est un fanatique de Ryuga à rejeter. Et vu qu'il n'a pas de crédibilité et pas une once du charisme de Ryuga, et vu que là on peut pas détruire les stadiums Kandé là, et bah on va lui mettre de l'effet dans Sawa quand il fait un coup spécial, vu qu'on n'est pas originaux. Fais ton entrée, Dragoon! Juste comme ça, hein. J'aime cette astuce de plan d'avoir un écran transparent ici. On peut montrer tous les personnages à l'écran en un plan au lieu d'un devant et un derrière. Dans Shogun Steel, les âmes des Bladers sont plus monstrueuses. Mais c'est pas bien. C'est-à-dire que l'âme des Bladers représente la noblesse de la personne. Dans les premières saisons, on avait un Pégase, un lion, un taureau, un centaure. Je veux dire, merde, tu vois, ces âmes, elles apparaissent comme nobles. Et que là, on a des samouraïs avec des lames en feu et des monstres bizarres dont on ne peut rien tirer sur la personnalité du Blader. En clair, on prend Kyoya, il avait un lion et il se revendiquait lion solitaire, et sa personnalité était en accord avec ça. Alors qu'avec ces choses qui n'évoquent mais rien aux gens, bah on n'en conclut rien. Et c'est dommage. Ah, j'en ai marre de dire que j'aime pas, on va plus vite. Mais pourquoi l'ordi parle en espagnol? Ça n'a pas de sens. Ouah, ça c'est du scénar. Gagne pour moi, Sakio. Non, je t'aime quand même. Regardez ce truc, c'est pas un plan ce truc, il montre rien, on ne voit ni la scène, ni l'arbitre correctement. Puis même, on n'a pas besoin de montrer l'arbitre, on sait qu'il est là, vu que ça fait 1 heure qu'il crie partout, alors déjà qu'il nous prend un plan sur 3. Bah oui, bah vas-y, pour contrôler le monde du Beyblade, on participe à un tournoi organisé par la concurrence, évidemment. Et ce mec boit alors que c'est un robot. Il est parfait ce type, mais je l'aime ce gars-là, c'est dingue. Bon oui, du coup c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est pas... Ah, comment on fait pour montrer que nos héros sont... Ah merde, on les fait tomber. Encore et encore. Kenta c'était logique, il arrêtait pas de tomber lui, mais c'était pour prouver sa motivation et surtout sa persévérance. Mais là, c'est juste pour nous montrer qu'ils sont en train de se faire déboîter. C'est nul. Bah oui, l'autre Jaguar des temps modernes là attendait sagement dans la pièce d'à côté que son prédécesseur se fasse défoncer pour entamer un duel à la loyale avec nos héros. Et d'ailleurs, outre le contexte de ce combat est vraiment stylé, et là je suis pas ironique. Et l'attaque spéciale est réfléchie et stylée. Mais dans Beyblade Metal Fight, on est dans la contemplation du grandiose des attaques. Là on voit rien, il manque clairement un plan hauteur. Il faut qu'on se rende compte de la beauté de cette attaque, surtout dans cette saison qui nous a certes donné beaucoup de beauté, mais peu de contemplatif. Jenga a donné une baie à Zero, pourquoi pas? Mais pourquoi lui et uniquement lui? Jenga a ressenti quelque chose de spécial chez lui ou il l'a donné random? Un robot? Bah easy, bah où est le mal? Certainement pas à cause du fait qu'il aurait été construit par un putain d'hologramme, bordel! Et je suis désolé de te l'apprendre, mais c'est pas à cause d'un grand esprit du Blader qu'on peut avoir son combat dans l'espace. Damien aussi a eu son combat dans l'espace, et ce n'était qu'un Blader modifié. Stop! J'en ai marre. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pas été passionné par Shogun Steel, et pourtant, en le commençant, j'ignorais totalement son flop au Japon, donc je l'ai regardé sans a priori. En plus, j'ai pas encore cité toutes ses qualités. Il y a certains nouveaux effets de combat qui sont vraiment intéressants, des coups spéciaux plus travaillés, et c'est quasiment rien et pas nécessaire, mais c'est franchement agréable à regarder. Et je me souviens quand même de quelques combats qui me sont restés en mémoire, comme celui de Zero face à Takanosuke, qui a des nouveaux graphismes pour montrer la confusion, et celui de Zero et Sakio, qui était puissant émotionnellement et qui rappelle certains combats des premières saisons, ou enfin mon combat favori de cette saison, qui est celui de Shinobu face à Bayu, qui ont quand même bien exploité un stadium comme celui-ci. Et puis j'ai tout de même été autant ému par la fin de saison, parce que c'est à croire qu'ils sauront éternellement comment bien raconter la puissance de l'amitié et des esprits des Bladers, et c'est trop bien. Il y avait un réel potentiel derrière tout ça. D'ailleurs, si j'avais commencé par cette saison, je pense que j'aurais su mieux l'apprécier. Mais je pense quand même que les persos auraient mérité plus de développement, et pas juste les faire balader sur la plage pour rencontrer l'autre là. Voilà. J'ai fini. Cet animé a bientôt 10 ans et il contient 162 épisodes.
et c'était 162 épisodes de pur bonheur, et que j'ai regardé en une semaine pile, avec des scènes vraiment émouvantes, et que non, si vous voulez comprendre pourquoi j'ai aimé, vous recommencez la vidéo. Aujourd'hui, je considère que la question se pose, est-ce que Shogun Steel a-t-il été mauvais parce que l'univers des toupies n'avait plus rien à raconter, ou a-t-il été mauvais, de mon point de vue bien sûr, parce que simplement l'intrigue était mauvaise? Je cherche pas à savoir si on peut faire mieux, ça peu importe, je cherche à savoir si on peut faire aussi bien, mais différent, mais en faisant toujours autant rêver.